plus courageux de ne pas être au buffet, mais de nous entendre pour quelques minutes sur ce thème de CB, un enjeu de souveraineté pour la France. En quelques minutes, je passerai, parce que, bon, je l'ai dit dans mon discours ce matin, vraiment, carte bancaire, c'est un réseau historique, c'est une histoire française et toutes les données traitées ou les opérations traitées par carte bancaire sont conformes, compliant by design, comme on dit, sont traitées en France directement par les banques ou les filiales, en l'occurrence TET pour la partie opérationnelle. Donc je dirais que l'enjeu de souveraineté, il est très clair. Si CB arrêtait de traiter les opérations, ces opérations seraient traitées ailleurs et d'une façon peut-être moins sécurisée, moins conforme en termes de traitement des données, ce qui nous amènera peut-être des questions de votre part sur la partie future du digital, des tokens ou autre. On voit même que chez nos amis américains, ils sont en train de se faire des procès entre eux sur ce sujet des tokenisations dans la conformité. Donc on pourra en reparler sur le RGPD ou autre. Donc ce que je voulais dire en introduction, c'est que pour CB, qui est un acteur français, il est clair que CB, c'est un acteur de souveraineté, et en particulier dans notre monde de plus en plus instable. Et on l'a vu qu'à travers Mir, chez Poutine, qui a créé son scheme totalement souverain, les Indiens avec Rupé, il y a plus de 70 schemes nationaux qui réémergent dans le monde, y compris nos amis anglais qui aujourd'hui réfléchissent en sous-marin à peut-être réfléchir à, ils n'ont plus de scheme, est-ce qu'il n'en faudrait pas un? Donc c'est clairement des enjeux de souveraineté. Donc au-delà de CB, pour illustrer ce thème, nous avons invité Jacques Marceau, donc président d'Aromat et administrateur du conseil scientifique de la Fondation Concorde. Pourquoi? Parce que la Fondation Concorde, il va la présenter en quelques mots, elle œuvre sur des sujets très souvent de souveraineté ou de thèmes pour sensibiliser les politiques dans différents environnements. Et dernièrement, Jacques l'exprimera mieux que moi, la Fondation Concorde s'est dit, oh là, sur le paiement, il se passe des choses, y compris dans les pays étrangers, je viens d'en parler, sur des coupures de réseau dans des pays en guerre ou autres. Et donc la Fondation Concorde, qui rassemble des membres éminents, dont Christian de Boissieu et tous, s'est penché sur ce thème et a contribué à rédiger un livre blanc qui ne concerne pas CB, qui n'est pas une demande de CB, mais dans lequel CB a été auditionné. Et je trouvais intéressant, avec beaucoup d'industriels, avec les gens de la Fédération de commerce, Mercatel, Worldline, voilà. Ils ont interrogé l'écosystème et il me paraissait intéressant que Jacques Marceau vous livre aujourd'hui en prime time les premières indications ou réflexions ou conclusions à l'issue de tous ces entretiens sur ce thème de souveraineté des paiements, et pas seulement sur CB, bien au-delà de CB, et fasse le teasing un peu de ce livre blanc qui sortira, Jacques nous dira quand, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, et qui contribuera, je le compte bien, parce que je viens de faire des interviews avec les journalistes là, et je continue cet après-midi, beaucoup nous posent la question, et les politiques, et comment les sensibiliser à tous vos thèmes et tout. Et ben, voilà, je pense que le livre blanc de la Fondation Concorde, dont Jacques va nous présenter les principaux éléments qu'il peut diffuser aujourd'hui avant sa diffusion officielle, permettront de sensibiliser les acteurs de l'écosystème côté institutionnel aux politiques. Et donc je vous appelle aussi à lire ces conclusions quand elles seront parues au-delà du keynote. Et bien sûr, je vous invite à poser des questions dans les 10 minutes au-delà de la présentation. Et donc merci Jacques, la parole est à toi. Et voilà. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Merci Philippe. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureux et très honoré d'avoir été invité par Philippe pour parler avec vous de nos travaux à la Fondation Concorde. Alors, la Fondation Concorde est un think tank. Vous savez ce que c'est qu'un think tank? Enfin, il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup en France, mais il y a un peu plus de 20 ans. C'est un think tank qui a été créé par deux économistes, par Michel Rousseau et un autre grand économiste, et qui s'est toujours attaché depuis sa création au sujet économique, industriel et également tout ce qui concerne la dette de la France. On ne sort pas du champ économique, notre métier est là,
Et nous avons d'autres think tanks qui s'occupent très bien des questions sociétales, qui s'occupent des questions politiques. Donc, voilà. Donc le premier prisme de Concorde est économique. Je le dis, le deuxième prisme est industriel, parce qu'il se trouve que la création de Concorde et ses premiers travaux importants ont été imprégnés par ce qu'on appelle aujourd'hui la désindustrialisation de la France. Il y a eu à la fin des années 90 et des années 2000 une accélération de la désindustrialisation de la France qui a connu, je dirais, son apogée avec deux facteurs. Le premier facteur, c'est le fin 99, l'arrivée des 35 heures, le vote des 35 heures, et l'appel d'air considérable qu'a provoqué l'adhésion de la Chine à l'OMC. Donc là, on a eu des phénomènes de délocalisation à partir de ce moment-là extrêmement importants, et on a vu notre industrie filer, notamment dans les pays asiatiques. Alors, je vous dis ça parce que on a, à Concorde, beaucoup travaillé sur ces questions et milité, et on s'est aperçu, un peu par hasard, parce que nous ne sommes pas des experts comme vous des paiements, et vous m'excuserez si je dis 2-3 bêtises, mais enfin on est dedans depuis maintenant quelques mois, donc on commence à comprendre le sujet, mais on peut revendiquer des experts de l'industrie et de la souveraineté. Sur la question de souveraineté, je voudrais également, parce que c'est un mot qui re-rentré dans notre vocabulaire, mais c'est récent. Ça fait 10 ans, ça fait exactement 10 ans qu'une parlementaire, la sénatrice Catherine Morin-Desailly, a publié un rapport qui à l'époque était un rapport visionnaire qui s'intitulait « l'UE, colonie numérique, colonie du monde numérique ». Et donc déjà, à l'époque, elle mettait l'accent sur le danger d'une colonisation par ce qu'elle appelle le monde numérique. Et on voit aujourd'hui ce qu'est le monde numérique. Ce sont ce qu'on appelle les GAFAM, ces grands acteurs emblématiques et hégémoniques internationaux, qui sont plus riches que certains États et qui sont voire à la main de certains États également, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est en 2013. En 2014, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Bélanger qui a publié un bouquin qui s'appelle « La souveraineté numérique ». C'est le premier à coller le mot souveraineté numérique à l'époque. Et nous, en 2015, à la Fondation Concorde, on a sorti notre premier rapport « Souveraineté numérique et prospérité économique dans un monde transformé ». Ça, vous pouvez le trouver, il est en ligne sur le site de la Fondation Concorde. Alors, parler de souveraineté à l'époque, il fallait avoir un certain courage. On a essayé d'ailleurs de nous décourager à plusieurs reprises. On nous a dit mais non, on ne peut pas parler de souveraineté, il faut parler de confiance. Souveraineté, c'est un sale mot de droite. Alors comme on était un think tank libéral et économique, bien évidemment, c'était facile de nous traiter d'ultralibéraux à l'époque. N'empêche qu'on s'est accroché ce mot comme une moule sur son rocher. Et je pense qu'on a eu raison. Parce que, en tout cas, l'histoire nous a donné raison, puisqu'il ne nous aura pas échappé que la crise Covid, c'est celle qui a fait exploser véritablement et populariser cette idée de souveraineté. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait plus de souveraineté énergétique, plus de souveraineté industrielle, sanitaire, numérique, enfin tout y passe. Et donc là, on s'est posé la question, on a produit un certain nombre de travaux, mais on s'est dit, au-delà de se dire on avait raison, on est content, on a cherché ce qui pouvait restaurer la souveraineté des États européens, qu'elle soit effectivement, comme je le disais, énergétique, industrielle, économique, voire culturelle également. Et il y a un événement, alors on n'est pas arrivé dans les paiements comme ça parce que Philippe nous a passé un coup de fil ou parce qu'on est tombé sur le truc en se disant tiens, il y a un problème avec les paiements. Très honnêtement, il y a encore à peu près un an, on n'avait pas trop idée de ce que c'était que les paiements, de ce qu'il y avait derrière. Pour nous, l'euro, c'est simple, c'était des billets et un système, mais pour nous, imaginez que derrière, il y a besoin d'infrastructures de paiement pour faire vivre tout ça et pour assurer la souveraineté de nos différents États européens. C'était un peu hors de portée, en tout cas de nos réflexions. Et il s'est passé un événement, Philippe, tu l'as rappelé, c'est l'invasion russe en Ukraine. Et là, je suis tombé sur un article des Échos, le 6 mars 2022, où j'apprends que Visa et Mastercard ont arrêté leurs opérations en Russie et en Biélorussie. Le journaliste écrit en rétorsion à l'agression ukrainienne.
Et le communiqué de presse de Visa et Mastercard était autre, c'était en raison d'un environnement économique incertain. Alors c'est ce qu'on appelle des éléments de langage dans une optique anglo-saxonne, ce que moi j'appelle de l'humour diplomatique. En tout cas, toujours est-il qu'il était évident, et pour nous évident, que nos systèmes de paiement étaient, et donc le système nerveux de notre économie, étaient à la main de puissances étrangères, en tout cas, échappaient à notre souveraineté, même si ces puissances étrangères sont des puissances amies, ça ne fait aucun doute. Mais, en tout cas, on avait perdu la main dessus. Donc, nous nous sommes intéressés à ce sujet, et puis en plus renforcé, je ne sais pas si vous avez vu, entendu, mais sûrement, il ne vous aura pas échappé que Elon Musk a coupé Starlink pour empêcher une attaque de drone sur la flotte russe tout début septembre. On n'a pas à juger si c'est bien, si c'est pas bien. Le seul problème, c'est que Elon Musk a été élu par personne. Il ne représente, lui, sa fortune et son entreprise. Et donc, on est face à des pouvoirs privés qui dépassent ceux des États. C'est encore une fois la preuve que c'est le cas. Donc, nous avons réuni un groupe de travail, nous avons auditionné un certain nombre d'experts, dont Philippe, mais pas seulement, hein, on a une dizaine d'experts, et nous avons élaboré un rapport qui a vocation à être transmis aux politiques. Nous avons la chance à la Fondation Concorde d'avoir accès aux parlementaires. Je citais Catherine Morin-Desailly, qui est effectivement très proche de nos sujets, mais pas que. Nous avons à l'Assemblée nationale un certain nombre de députés qui ont repris ce flambeau de la souveraineté, et également au niveau du gouvernement et des instances gouvernementales. Donc ce rapport sera porté là où il faut. Et on a dégagé 5 grands axes que je vais évoquer. Voilà, je regarde ma montre, c'est bon, ça va, je suis dans les temps. Philippe, tu régis si tu veux, il n'y a pas de... Ok, tu me laisses. Bon. Donc, le premier axe qui nous a paru évident, à la fois dans nos auditions, mais également dans nos expérimentations, parce que comme beaucoup d'entre vous, j'ai une carte bancaire. J'étais incapable de vous dire quel scheme était derrière. Mais alors complètement, je peux vous dire, je vois un logo Visa, je vois un logo CB. J'ai reçu il y a très peu de temps une carte, je suis client d'une grande banque française, et j'ai reçu où le logo CB avait disparu. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, ils ont oublié de l'imprimer. Il y a un truc bizarre. Et donc, alors par contre, ils ont mis un joli logo Jeux Olympiques. Donc, je ne vois pas de relation de cause à effet. Mais en tout cas, il y a un beau logo. Il n'y avait pas celui de la Coupe du Monde de rugby, mais il y a un beau logo Jeux Olympiques. J'ai donc, je me suis dit, tiens, je ne connais rien et il faudrait peut-être que je m'intéresse à la chose. Donc j'ai un peu fouillé le sujet. Puis j'ai posé des questions autour de moi. Et autour de moi, je suis quand même entouré, notamment à la Fondation Concorde, de gens qui sont des gens qui travaillent dans le secteur bancaire, qui sont des économistes. Voilà. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une confusion extraordinaire. Certains me parlaient encore de carte bleue, d'autres de CB, d'autres faisant la confusion entre Visa et CB. Enfin bon. Et je me suis dit, on a un vrai problème d'information. On a un vrai problème de pédagogie et d'information. Et ça va être notre premier constat et derrière nos premiers travaux. C'est la question de la pédagogie, de la communication autour des enjeux et des bénéfices associés au scheme qui va être choisi et au co-badgeage. Alors, du côté des commerçants, on a auditionné des représentants de la CPME, des commerçants et autres. Je pense que là, le message, il va vite passer. En tout cas, il passe vite parce qu'on va très vite s'apercevoir que quand on n'a pas le choix et que la concurrence n'est plus là, eh bien, les prix augmentent et au bout du compte, le commerçant en subit les conséquences, mais c'est le consommateur qui, in fine, qui les subit. Donc, on a le premier pan. Alors là, je n'ai pas envie de vous révéler toutes nos propositions. Mais le premier pan, c'est autour de la pédagogie, de l'information. Ça, c'est le premier.
Le deuxième, on a un sujet de régulation. On a un vrai sujet de régulation parce que c'est bien connu, hein, la loi suit les mœurs. Donc la technologie, l'économie, ça va tellement vite que la régulation a du mal à suivre. Et donc on a différents points à voir au niveau de la régulation, que ce soit les règles au niveau de la commission sur les retraits, l'encadrement des commissions d'interchange sur les cartes commerciales d'entreprise, le cadre des obligations AML et le prix de moins instantané. On a un certain nombre de sujets qu'on a traités et sur les questions de régulation, il va falloir que les régulations se mettent à la page. Le troisième point, et qui n'est pas des moindres, j'ai vu Alain Clos passer tout à l'heure, ce sont les fintechs. Alors, vous le savez, on a un écosystème, d'ailleurs on le voit ici, on a un écosystème de fintech extrêmement dynamique en France, à la faveur d'une politique que je qualifierais d'audacieuse. Pour le coup, le politique a déclenché un mouvement avec la DSP2 qui, je pense, est salutaire pour tout le secteur des services financiers. Je ne vous cache pas, on a travaillé sur le sujet il y a quelques années, il y a maintenant 5 ans, que les grandes banques françaises étaient extrêmement réticentes, pour ne pas dire opposées. On avait vécu la ligne Maginot qui a été tentée de se construire un peu à l'époque. Les choses ont bien changé depuis. On a d'ailleurs produit un rapport il n'y a pas très longtemps où on parle de coopération avec tout le secteur des fintechs. Et puis les banques françaises ont bien compris le profit qu'elles pouvaient tirer d'entreprises souples, dynamiques, innovantes que sont les fintechs. Et donc on a cette chance, c'est d'avoir un vivier de fintech. Alors je ne sais pas combien, si Alain était là, je lui demanderai, mais il est parti. Je crois que dans 700, 900, on a un secteur extrêmement dynamique. Et là, on a des questions relatives déjà au soutien de leur développement, et à leur encadrement, et puis également à leur financement, voire à leur rachat. Parce que nos belles pépites qui ont été nourries au sein de la France, et quand je dis nourries au sein de la France, c'est au sens propre, hein, parce que souvent elles ont été financées en partie avec des fonds d'entreprises françaises et de l'État. Oui, c'est bon. Et donc il ne faudrait pas qu'elles nous échappent et qu'elles se vendent au plus en franc, ou je dirais à celui qui a le plus les moyens. Et donc là, on sait très bien qu'il y a derrière nos grands acteurs hégémoniques du numérique et la nécessité de donner les moyens aux banques de se constituer en consortium ou de pouvoir racheter et financer ces entreprises elle se fait jour. Derrière d'ailleurs ça, l'idée de l'union bancaire dont on parle également et de la construction d'une consolidation transfrontalière et qui à tout le moins ne soit plus gênée par un cadre réglementaire européen qui, vous le savez, est opposé, s'oppose aux concentrations. Et puis le débat sur l'euro numérique. Alors là, c'est un vaste sujet. Je ne vais pas l'aborder en fin de... J'ai pratiquement épuisé mon temps, là, on me dit. Donc l'euro numérique, nous, on s'est intéressé à la question. Le sujet, il n'est vraiment pas facile parce qu'on est sur une ligne de crête entre deux abîmes, hein, entre la capture, quelque part, par la puissance publique et par la BCE et par les banques centrales de moyens de paiement. Et puis de l'autre côté, le laisser-faire et la solution, elle s'appelle EPI. Alors il est vrai que c'est pas ce qu'on voulait au début, mais clairement, il va falloir fouiller le truc parce que cette question de drone numérique n'est pas à repousser d'un revers de manche comme on pourrait le faire. Elle n'est pas non plus à accueillir comme le chevalier blanc. Il faut absolument qu'on travaille fortement le sujet parce que, pour refaire un peu d'histoire, quand on a créé l'euro, je pense qu'on a pensé à faire des jolis billets, mais on n'a pas pensé à tout ce qu'il y avait derrière. Voilà. Voilà en quelques mots, Philippe. Alors, on a un petit temps de questions-réponses. Je ne sais pas où on en est. Ah, c'est bon, on a encore du temps. Bon, moi, j'ai dit ce que je voulais dire, en tout cas ce que j'avais envie de vous dire, sans en dire trop, parce que je vous invite vraiment vivement, dès qu'il sera publié, à consulter, à commenter notre rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si Philippe, tu as des choses à ajouter sur ce que j'ai dit.
Non, juste, je voulais projeter ce sujet de la souveraineté, comme je vous l'ai dit en introduction. J'ai pas fait la souveraineté de CB, j'ai invité la Fondation Concorde parce qu'on a été auditionné, mais comme d'autres, hein, comme des industriels dans la salle, comme des fédérations de commerçants, parce que je pense qu'on a un momentum très particulier dans ce premier sommet là de mobiliser notre écosystème pour traverser la rue, comme je l'ai dit. Hein. Aujourd'hui, normalement, on avait fait à Bercy pour essayer d'avoir quelques politiques qui traversaient la rue. Ils ne sont pas là parce qu'il y a le budget, parce qu'il y a Israël, parce qu'il y a l'Ukraine, il y a plein de choses. Mais je pense que, comme Jacques l'a évoqué, et les think tanks qui contribueront, et leurs publications aussi, il y a notre filière paiement, c'est un enjeu vraiment de souveraineté sur les différents angles qu'il a dit. Bien sûr pour la carte, mais bien sûr pour les fintechs, mais bien sûr pour la sécurité de nos citoyens, bien sûr pour le pouvoir d'achat, et bien sûr pour l'économie, parce que derrière l'euro digital, s'il y a eu l'euro, on aurait dû faire l'euro. En gros, EPI aurait dû sans doute se faire juste en même temps que l'annonce de l'euro. C'est ce qui a été émergé lors des discussions. EPI est arrivé peut-être 10 ans trop tard, et puis l'euro numérique arrive peut-être 20 ans trop tard, enfin, 20 ans trop tôt, on ne sait pas. Mais toujours est-il que le time to market de tout ça ne semble pas assemblé, et qu'au milieu de ça, comme j'ai dit ce matin, CB, c'est 20% des paiements par carte européens et c'est 10% des paiements par carte domestique européens. On a 10% de part de marché sur les paiements du quotidien de nos citoyens européens. Donc c'est quand même, on est un acteur de changement. Donc je trouve que dans les pistes et surtout les préconisations, parce que ce qu'a pas dit Jacques, le teasing, c'est qu'ils ont des préconisations. Toutes ne sont pas en harmonie ni avec ce que CB pense, ni avec ce que les banques pensent et tout, mais au moins ça amènera des réflexions chez nos amis les institutionnels et les dirigeants, et avec les relais, qu'ils soient sénatoriaux, députés ou ministériels. Voilà, ça n'est que comme ça. On a fait une audition dernièrement là, avec les commerçants sur quelqu'un qui a œuvré dans les think tanks comme Bruegel ou les think tanks européens, et il parlait des OCS. En gros, ça fait 30 ans que l'Europe est gouvernée, non plus par des gouvernements, mais par une gouvernance et des acteurs qui sont les OCS, auxquels les think tanks participent, les associations, les ONG, là, les experts. Et donc, voilà, il faut savoir, il n'y a pas de gouvernement européen intégré, il n'y a pas d'Europe intégrée. Et donc, ça participe. Nous ne pouvons plus faire passer nos idées sans les faire passer par des OCS, comme on dit. Et c'est important que CB s'intermédie aussi avec tout ça, parce que nos grands acteurs, amis et concurrents, Bruegel, le think tank de Bruxelles, il est sponsorisé par Mastercard, soyons clairs. Et j'aime bien Mastercard, j'aime bien Bruegel, j'aime bien l'Europe, mais donc il est temps de remédier CB là, dans cet écosystème. Et c'est pour ça que je voulais un témoignage de la Fondation Concorde en prémisse de son livre blanc, mais il y en aura d'autres. Il y a d'autres think tanks et on ne fait pas de politique, c'est ni droite ni gauche, c'est un sujet de souveraineté. C'est ça que je voulais dire avant d'écouter vos questions. Alors, je voudrais simplement rajouter une chose aussi, parce qu'il est écrit là, un enjeu de souveraineté pour la France. Clairement, c'est un enjeu de souveraineté pour la France. En revanche, les solutions ne pourront être, les solutions fiables et viables ne pourront s'élaborer qu'au niveau européen. C'est clair. La taille critique au niveau du marché, au niveau de la puissance financière, au niveau politique, elle est au niveau européen. Hein. N'empêche que, le titre n'est pas faux, c'est un enjeu de souveraineté pour la France. Je suis prêt à répondre à vos questions. Donc pour les questions, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a un micro, voilà. Il y a un monsieur au fond, micro, parce qu'on a fait des grands signes désespérés en disant c'est les questions, c'est les questions, c'est les questions. Alors dépêchez-vous, parce qu'après on a le gong qui va retentir. Il n'y a pas une petite question? Bah, si vous n'avez pas de questions, on va vous libérer sans le gong. Hein. Ah, s'il y en a, Attends. Il y en a une là. Non, non, c'est pas. Non. Non. Si, il y a un monsieur qui lève la main là-bas. Ah oui, excusez-moi. Et il y en a un autre là. Voilà, moi je vois. C'est bon. Monsieur. Oui. Bonjour, Vincent Giraud d'Ingenico. On a vu une grosse perte en vitesse des paiements sans autorisation systématique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de paiements avec autorisation systématique où on va sonder en fait, l'état des comptes du client. En termes de souveraineté et de résilience, par exemple en cas de coupure des infrastructures, il me semble que le paiement sans autorisation systématique, c'est assez avantageux. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on pourrait revenir dans le futur, vous pensez, ou est-ce que c'est définitivement perdu et que c'est quelque chose du passé? Alors, déjà, je réponds au niveau de ce qu'on a fait. Franchement, on n'a pas vu le coup venir. Donc, c'est un vrai sujet, mais on ne l'a très honnêtement pas abordé. Mais effectivement, ça me semble être un sujet. C'est un sujet, mais c'est pas un thème. Voilà, pour moi, c'est pas la ligne de fuite de souveraineté. Elle n'est pas que
que là-dedans, quoi. C'est des thèmes, quand tu dis est-ce qu'on peut revenir et tout, enfin, voilà, c'est pas un thème qui émerge dans le sujet de la souveraineté aujourd'hui. Mais je prends votre... Merci néanmoins parce que il n'est pas apparu dans les entretiens. Oui, mais on va regarder ce qui se passe quand même. J'ai vu une autre question là, monsieur qui est là au deuxième rang. Bonjour, Guillaume Regnault, Nexi Group. Ma question porte sur le paiement mobile. Avez-vous bon espoir que la Commission fasse sauter le verrou de l'antenne NFC sur les iPhones? Et si oui, à quelle échéance? Alors là, Joker. La communauté française a œuvré pour poser le débat. Derrière, franchement, j'ai pas d'idée là-dessus. On voit bien que la gouvernance européenne, j'en parlais tout à l'heure, on va repartir dans des élections, la commission, les groupes. Enfin, franchement, les décisions, il y a de l'affichage et après, il y a de l'exécution des décisions. J'ai pas de conviction. En plus, il y a eu ce qu'il a fallu comme argumentation et d'ailleurs Pélib, enfin voilà, les banques françaises sont montées au créneau pour ce qui est de l'écosystème français. Hein. J'ai entendu pas de l'incantation, mais des prises de position assez fermes, même en Europe, en disant on va y aller. Enfin voilà, j'ai pas encore vu du sonnant et trébuchant là-dessus. Je sais pas. Dans les entretiens, ça n'a pas. Ouais, sur le sujet précis, je n'ai pas plus de réponses que Philippe, et je vous l'ai dit, je ne suis pas vraiment un expert du paiement. En revanche, je connais bien les questions de souveraineté. Et Carole aura une question à poser. Alors, je voudrais simplement vous dire quelque chose. C'est que la souveraineté s'appuie sur trois choses, sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la volonté politique. Il faut qu'à un moment donné, on ait des politiques qui disent nous, sinon, ce n'est pas la peine. Le deuxième pilier, autrefois, c'était la puissance militaire, c'était les constructions de Vauban, c'était le canon. Aujourd'hui, c'est la puissance technologique. Il nous faut une puissance technologique, et là, je vous rejoins. Effectivement, quand on a chance d'avoir des innovations technologiques, il ne faut surtout pas les sabrer, il ne faut pas qu'elles partent à l'étranger. Et dans la puissance technologique, il y a une chose que je n'ai pas abordée, mais qui sera abordée dans notre rapport, c'est la question des compétences. On n'a pas assez de compétences en mathématiques, en général, dans les paiements en particulier. La question, Hervé Citruc est en face de moi, du travail des femmes dans les paiements, c'est très important. On a toute cette question de compétences, de savoir-faire. Et le troisième pilier, je vais être un peu trivial, c'est le pognon. Il faut de l'argent pour faire tout ça. Et donc, quand on a ces trois piliers, là, on a une chance de reconquérir notre souveraineté. Mais il ne faut pas en oublier un. Et effectivement, vous le soulignez, le pilier technologique est important. On a aussi en France des dispositifs de recherche, de soutien à la recherche, d'accompagnement de la recherche et de l'innovation avec les SAT. Ça fait plus de 10 ans qu'on a des SAT qui sont les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Le dispositif Carnot avec les universités. On a de tas de choses qui rendent la France extrêmement sexy, extrêmement attractive au niveau de la recherche. Il faut qu'on en profite et il faut que la filière des paiements en profite. Mais pour prendre un peu d'élan, pour ouvrir l'antenne NFC d'Apple, il y a un peu d'élan à prendre. Et voilà, l'argumentation, non mais ce que je veux dire, c'est que, y compris Vincent Duval de Pays, a mouillé la chemise et les banquiers français. Mais franchement, c'est pas limité au périmètre industriel et bancaire. Il y a vraiment en face de nous des gens plus puissants que les États, vous le savez bien. Je ne sais pas, Carole, vous voulez... Oui, je voulais revenir sur le point qu'a souligné Jacques sur la dimension politique. Comment, effectivement, sachant qu'effectivement les décisions sont prises en Europe, au Parlement européen ou par la Commission européenne, comment le GIE carte bleue peut peser... Bancaire, pardon. GIE carte bancaire peut peser justement sur les décisions qui pourraient être prises en Europe. Quel est son poids réel et comment effectivement animer ces groupes de travail auprès des OCS, comment être un peu plus lobbyiste que nos amis Visa et Mastercard? Le poids réel, il est le poids mathématique que j'évoque depuis ce matin. Un paiement sur 5 en Europe, enfin, on a 20% du paiement quotidien par carte en Europe. CB, c'est 20% du paiement quotidien par carte en Europe.
si je fais moitié cash, moitié scriptural, le scriptural étant virement et autres wallets et autres, la carte, elle est quand même prédominante. Et donc, ça veut dire qu'on a environ 10% du marché des paiements quotidiens de l'Europe, CB. Donc déjà, c'est faire connaître ça pour dire, attention, ça s'opère avec 10 fois moins cher. Tant que CB existe, c'est 10 fois moins cher que si CB n'existait pas. Et là, les commerçants ont déjà alerté. Toute petite part de marché baissant, parce qu'il y a les Jeux Olympiques que Jacques n'a plus, il a la flamme olympique sur sa carte. Bon, mais ça, c'est opportuniste et de toute façon, c'est normal, c'est la vie de la concurrence. Les néobanques, elles commencent à l'étranger, les néobanques, elles achètent des clients, elles n'ont aucun intérêt au début d'avoir CB, puis à un moment donné, quand elles vont avoir 3, 5, 6 millions de clients, ah bah oui, mais 10 fois plus cher et 6 fois plus fraudé, ça va peut-être poser un problème de PNL à ces acteurs-là. Donc à nous d'être assez malins pour aller les voir. Au début, on avait choisi de ne pas aller les voir parce qu'on n'avait pas d'argument pour aller les voir. Et en plus, c'était EPI qui devait les voir. C'est-à-dire que clairement, pourquoi on remédie la communication, c'est qu'à une époque, le projet européen, il devait se faire sur la carte, le wallet, les paiements. Voilà. Et comme j'ai dit, EPI, et comme on dit des gens qui ont témoigné dans les entretiens, on est là, oui, mais EPI est peut-être arrivé 20 ans trop tard parce qu'il fallait le faire au moment de l'euro. Au moment où on a fait l'euro-monnaie, la monnaie euro, il fallait faire un réseau de paiement domestique et une marque domestique avec des milliards en face de Visa ou de Master. Et c'était possible. C'était possible. Bon, on ne l'a pas fait. Les Européens. Je reviens à la gouvernance. Derrière, il y a beaucoup de pays européens qui n'ont plus de scheme. Il n'y a plus que Girocard en Allemagne qui fait la moitié de CB. Il y a Bancontact en Belgique, il y a un peu en Espagne. Mais si vous voulez, il y a des pays qui ne peuvent même plus envisager de se défendre sur leur souveraineté. Donc maintenant, à la question de comment reprendre la barque, on repart de ce thème. On est 20% de l'Europe des cartes, on est 10% du paiement journalier en Europe, on est sécurisé, on est moins cher et on peut peut-être tendre la main, pas comme EPI le prévoyait, mais à nos amis allemands, à nos amis belges, à ceux qui existent encore, sur des standards qui sont des standards cartes, mais qui fonctionnent bien, parce que la carte, elle va dans le mobile. Et à partir de là, essayer d'avoir un intra-UE, mais pas sur les 26 pays, pas dans une gouvernance OCS. Là, moi, je ne peux pas dire que 26 pays ou 28 vont s'agréger. C'est pas possible, c'est du rêve. Et EPI n'a pas pu le faire et il voulait en plus basculer sur le SCTI. C'est pas possible, c'est trop fractal. Donc, interconnecter, step by step, et repartir de ces bases, c'est un peu le message de matin. Et ces bases, ce n'est pas uniquement les banques et cartes bancaires, c'est l'écosystème. Et pour que l'écosystème, et ça ramène à Jacques, c'est si cet écosystème, il n'embraye pas les politiques, si les politiques ne reprennent pas... Moi, je suis resté sur le discours de notre président de la Sorbonne. Moi, je suis resté sur le discours de Macron à la Sorbonne. On a la filière énergie, on a la filière des éoliennes, on a la filière des batteries. Mais les paiements, c'est une filière, c'est vous, c'est nous. Et elle représente... J'avais fait une note aussi à l'époque que j'avais fait remonter à l'Élysée, mais tout ça est resté pour l'instant sans réponse, parce qu'il y avait EPI, parce qu'on devait faire la marque européenne, le projet européen. Il ne s'est pas fait. La dimension, comme dit Jacques, doit être européenne, mais elle ne va pas se faire d'un seul coup. Donc moi, je crois à l'Europe, step by step, en partant d'une base qui est nous. L'Allemagne, c'est 10%. Si on se respecte, ça fait 30%. Si on met les Belges, ça fait 40%, etc. Voilà, si vous voulez... Voilà, après, c'est un long chemin. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? S'il est trop tard en tout, on ne fait rien. Donc c'est pour ça que je suis très heureux qu'il y ait des gens qui se repenchent sur le DEM et qui réexpliquent en pédagogie, parce que le message, c'est quand même il faut faire de la pédagogie pour expliquer que avant c'était facile. Je viens d'avoir des journalistes, mais ils étaient trop jeunes. Ils n'ont pas connu la carte domestique et la carte internationale. Aujourd'hui, 95% des paiements, ils sont domestiques. On est des VIP là à prendre l'avion. Puis les jeunes, ils ne veulent plus prendre l'avion, ils veulent plus prendre là, les VIE, on va leur faire prendre le train. Non, mais je rigole pas. Je rigole pas. Donc les paiements domestiques, ça a du sens. Et traiter en domestique, alors là je m'enflamme, mais je m'enflamme parce que c'est notre boulot, c'est votre vie, c'est la vie de nos enfants. Et les 5%, les 5%, on les fait très bien avec Visa ou Master ou je ne sais pas qui, quand on va à l'étranger. Mais soyons clairs et laissons pas dire n'importe quoi. Quand j'entends dans les journaux ou dans des experts, j'entends que des experts, c'est mieux de choisir Visa parce que Visa assure et CB assure pas. Mais c'est pas Visa ni Master qui assure, c'est les banques. Et les banques, c'est CB. Donc on arrête de dire ça, il faut le savoir, il faut le dire. Donc c'est à vous, c'est à nous de le dire. Et bon, donc là, je n'ai pas répondu à la question, mais un peu quand même. Oh, oui, non, mais merci Philippe.
Ça va être interdit d'aller en Amérique ou en Chine, moi. Moi, la Chine, ça y est, c'est fait depuis longtemps. J'avais publié un papier dans les Échos qui s'appelait Résister à l'invasion chinoise dans les télécoms. Et on m'a dit, il ne faut pas que tu ailles en Chine. Donc voilà, je n'irai pas en Chine. Sur la question de Carole, oui, j'ai vu qu'il y a une question là-bas, on va vite la prendre parce qu'après c'est fini. La question de Carole, on a en France quand même, je citais Catherine Morin-Desailly, je citerai le Sénat, on a des parlementaires qui connaissent les questions, qui s'intéressent au sujet. Je pense à Robin Reda, par exemple, à Philippe Latombe, à des gens comme ça. Et ils ne sont pas les seuls. Et qui s'intéressent au sujet, le prennent en main. Et donc, en effet, nous, on a la chance d'avoir un Parlement avec des gens qui fonctionnent plutôt pas trop mal. Et donc, là aussi, ça va être leur job de porter tout ça. Et nous, on est là, Fondation Concorde, pour porter ce message. Madame, ça sera, je pense, la dernière question, au fond. Ah, monsieur, pardon. Alors, vous allez poser la question, on va donner le micro à madame après. Merci beaucoup. Donc, je suis Philippe Co de la société ADEX Biometrics. Et quand on parle de souveraineté, on parle aussi de l'industrie. Vous l'avez évoqué au tout début. Et j'ai entendu la question précédemment sur les wallets en ouvrant un téléphone Apple. On a aussi les paiements avec les téléphones Android. Aujourd'hui, en France, on fabrique très peu de téléphones. Par contre, on fabrique des cartes. On a une grosse industrie autour de ça. Quand on va voir au pays, ils pensent au paiement avec un QR code. Pareil avec Paylib, principalement. Et des transferts instantanés. Et est-ce que dans la souveraineté, vous voyez également des évolutions autour du produit carte en lui-même pour les paiements, avec des capteurs biométriques et d'autres innovations comme Dynamics CVV? On a tout ici. Enfin, il y a plusieurs stands où les industriels sont déjà, vous parlez de la biométrie, mais voilà, c'est évident que c'est un mouvement qui est porté aussi par l'innovation et la technologie. On a la capacité à mettre de la souveraineté dans la technologie. Et pas uniquement prendre des solutions, parce qu'en biométrie, la Chine, elle a 10 ans d'avance. Sur l'IA générative qui arrive, il y a aussi des éléments, moi je connais des gens de Mistral et tout, on a des super startups qui ne sont plus des startups, des licornes, qui vont changer, je voyais le quantique aussi, il y a des tas de choses et de technologies sur le paiement, dans la cryptographie, la biométrie, les évolutions aussi autour du RSE et tout, puisqu'on a même des cartes, je vous l'ai dit ce matin, à enzymes. Enfin, on peut faire des puces qui n'ont pas de matière au sens matière, c'est par enzymes. Et donc, il y a des vraies révolutions fractales en technologie qui peuvent porter et sur lesquelles, là encore, on a des filières totalement souveraines, si on veut. Si elles ne se font pas racheter, comme disait Jacques, trop vite, là je teste des trucs avec le CNRS, avec Thales, avec des grands acteurs, mais ça peut s'en aller très très vite à l'étranger, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas CB ni notre seul écosystème qui le protégera, il faut que les politiques soient là-dessus aussi. Ouais. Florence Ségurel, SNCF Voyageurs. En tant que grand commerçant, on est convaincu, et je vois mon collègue de Système U qui je pense me rejoint, on est convaincu qu'il y a un sujet de souveraineté sur le sujet paiement. Ma question est pour Jacques, pour que votre livre blanc, qu'on attend avec impatience pour en savoir plus exactement le contenu, en tout cas pour qu'il ne reste pas sans réponse, quel est le plan de communication que vous avez prévu à la fois en France et également en Europe? Alors, tout d'abord, je suis ravi de voir quelqu'un de la SNCF et effectivement de Système U, parce qu'en plus, notre livre blanc est ouvert par un échange de tweets de juin 2023 de Dominique Schelcher qui dit qu'il y a un problème et qui souligne vraiment le problème et qui l'énonce extrêmement clairement dans son tweet. Et on démarre par ça. Donc, c'est bien d'avoir la voix des commerçants et des grands commerçants. Merci. Écoutez, nous allons faire ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire rencontrer les journalistes qui veulent s'intéresser au sujet. Et comme le disait Philippe, je pense que des journalistes s'intéressent au sujet. Il nous parlait du Figaro, des Échos, également la Tribune. Moi-même, j'ai publié, alors c'est peut-être dans Le Monde, parce que je suis habitué à publier dans Le Monde, mais un article qui va s'appeler « Moyen de paiement, ce cheval de Troie qui menace la souveraineté économique européenne ». Alors qui est un petit peu polémique, puisque c'est une tribune. Et puis nous allons prendre notre bâton de pèlerin et aller voir un certain nombre de politiques, de décideurs pour qu'ils relaient nos messages. Et je vous invite le 16 novembre aux Assises des technologies financières à la Maison de la Chimie. Ça sera les 6e Assises des technologies financières.
Nous aurons un débat sur les paiements qui sera modéré d'ailleurs par Hervé Citruc, que je vois là au deuxième rang. Nous aurons un débat sur le cloud et nous aurons un débat sur les communs numériques. Le titre de ces assises pour cette année, c'est Souveraineté, industrie bancaire et souveraineté économique et monétaire. Voilà, c'est le titre donc tout va être axé autour de la souveraineté. Donc le 16 novembre, Maison de la Chimie, vous serez les bienvenus et vous me retrouverez parce que j'y interviendrai notamment pour... Voilà. Tiens.